Alors, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cycle, enfin une nouvelle, non pas un cycle, une nouvelle séance plutôt, ce sera la dernière sur la rencontre d'un nouveau monde. Donc on est dans les représentations du monde, et donc séance 5, rencontre d'un autre monde, considération sur la cruauté. Oui, ça me semblait intéressant. Bon, faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce que c'est quand même assez sordide là ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il me semblait intéressant de faire quelques considérations sur la cruauté, car c'est vraiment, en fait, ce qui choque le plus, ce qui frappe le plus quand on fait des lectures sur la découverte du Nouveau Monde, c'est pas simplement bon, l'esclavage, c'est pas simplement la destruction voilà, de civilisations entières, de civilisations entières au pluriel même, c'est pas seulement euh, l'inhumanité des conquistadors, mais c'est spécifiquement le fait de la cruauté. C'est-à-dire que, si vous voulez, lorsque je vous ai proposé de réfléchir à la notion de barbarie, bon, non pas dans un sens descriptif, quand on dit oui, ces gens-là, c'est des sauvages, c'est des barbares. Non, quand on entend le mot barbarie dans un sens moral, voilà, pour qualifier de certains comportements que l'on juge absolument atroces, en fait, hein. Je vous avais fait remarquer qu'il y a voilà, des actes de barbarie qui ont été commis évidemment des deux côtés, aussi bien de la part des Aztèques que des Espagnols. Mais en fait, pour réfléchir à la notion de barbarie, je vous avais fait part, par exemple, de la réflexion de Lévi-Strauss, qui est très intéressante, hein, sur l'idée que finalement le barbare, c'est celui qui, en fait, place une limite de l'humanité telle que les autres en sont exclus. Donc à partir de là, eh bien, le conquistador, par exemple, va considérer l'Aztèque comme inhumain, et donc à ce moment-là se permettre en fait des comportements qui de fait sont exactement semblables à ceux qu'il condamne, à ceux qu'il réprouve, hein. Et d'où le parallèle que j'avais fait que j'ai fait il y a un instant et que j'avais développé dans la séance numéro, je sais plus 2, hein, quelque chose comme ça. Alors, le cruel jeu de réplique. Ce qui me semble intéressant, c'est que, en fait, cette définition que donne Lévi-Strauss, finalement, elle est peut-être pas aussi complète que celle que donne Montaigne. Montaigne ajoute un critère, c'est le critère de la cruauté. C'est-à-dire qu'après tout, utiliser autrui comme un objet, est-ce que cela suffit à définir un acte de barbarie? Après tout, même juridiquement, un acte de barbarie, en fait, c'est un acte de cruauté. Tandis que, à vrai dire, par exemple, je sais pas, on peut considérer que la prostitution, par exemple, revient peut-être à considérer autrui comme un pur et simple objet, mais c'est pas. Est-ce que c'est la même chose qu'un acte de barbarie? Non, tant que en fait la cruauté en est absente, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ce qui me semblait intéressant, c'était de réfléchir un peu à cette notion de cruauté. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est le plus frappant, je vous disais en introduction, quand on s'intéresse un peu au récit de la conquête du Nouveau Monde, ce sont les actes de cruauté vraiment, et de cruauté absolument gratuite en fait. C'est-à-dire que là, je me place du point de vue ici de Las Casas, par exemple, hein, qui évoque des faits terribles. En fait, je sais pas, coloniser le Nouveau Monde euh, ne nécessite pas, en fait, de mutiler des gens. À la limite, même une entreprise aussi inhumaine que l'entreprise nazie d'extermination des Juifs n'a pas, je crois, entraîner des actes de barbarie aussi systématiques que comment dire, les menées des conquistadors espagnols dans le Nouveau Monde. C'est-à-dire que là, ce qui est frappant quand on lit les récits, c'est par exemple la mutilation systématique, l'obsession pour la mutilation systématique, alors qu'en soi, si vous voulez, même asservir des gens, ou même carrément les tuer, les exterminer, bon, ne nécessite pas en fait de les mutiler ou de les dépecer, de les démembrer, de les torturer aussi systématiquement que ce qu'ont fait les Espagnols. Alors là, oui, je vous disais, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire en fait les récits des exactions en fait des Espagnols aussi bien dans les Caraïbes que dans le territoire du Mexique. Alors par exemple voilà un rapport d'un groupe de dominicains pardon
adressé à un ministre du futur Charles Quint en 1519. Euh, des chrétiens rencontrèrent une indienne qui portait dans ses bras un enfant qu'elle était en train d'allaiter. Et comme le chien qui les accompagnait avait faim, je vous laisse deviner la suite. Bon, alors un peu plus loin dans ce rapport, quand il y a parmi les prisonniers quelques femmes récemment accouchées, ou pour peu que les nouveau-nés se missent à pleurer, on les prenait sommet contre les rochers, ou à jeter dans les broussailles pour qu'ils achèvent d'y mourir. Ou bien encore l'exergue que Todorov a choisi pour son livre, donc dans la relation des choses du Yucatan de Diego de Landa. Euh, Diego de Landa raconte le cas d'une jeune indienne, femme fort belle et gracieuse, qui avait promis à son mari, craignant qu'on ne le tuât à la guerre, de n'appartenir à aucun autre homme, et ainsi on ne put jamais la persuader d'épouser le capitaine Alonso Lopez de Avila, et elle préféra quitter la vie plutôt que de se laisser flétrir par un autre homme. C'est pourquoi on la livra au chien, tout simplement. Et c'est en fait à la mémoire de cette jeune femme Maya dévorée par les chiens que Todorov dédie son livre. Hein, ça donne le ton tout de suite, quoi, les premières pages. Bon. Et ainsi de suite, en fait, voilà, les rapports sont terribles. Alors, avec vraiment une obsession pour la mutilation. Alors, par exemple, Las Casas, du temps où il est encore colon, raconte comment, avec une colonne de soldats, il traverse une rivière et les soldats s'aperçoivent en fait que la rivière contient des pierres idéales pour on s'arrête pour déjeuner, et là, ils s'aperçoivent que la rivière était remplie de pierres meulières, ce qui leur donna l'idée d'aiguiser leurs épées. Et devinez la suite, ils tombent sur un village, un village d'indigènes, et un Espagnol subitement tire l'épée dont on peut croire que le diable s'était emparé, et aussitôt les cent autres en font autant, et entreprennent d'éventrer, pour fendre, massacrer ces brebis et ces agneaux, ces hommes et ces femmes, enfants, vieillards, qui étaient assis, tranquilles, regardant, étonnés, les chevaux des Espagnols. En un rien de temps, il ne reste aucun survivant de ceux qui se trouvaient là. Entrant alors dans une grande case qui était, enfin bon bref, il continue à massacrer tout le monde. Voir les blessures qui couvraient les corps des morts et des agonisants fut un spectacle d'horreur et d'épouvante. Euh, et il ajoute, ah oui, dans le lit tourant le déjeunèrent, partout où ils donnèrent leur coup sur ses corps entièrement nus et ses chairs délicates, ils fendaient un homme entier par le milieu d'une seule taillade. Voilà, témoignage de Las Casas, hein, avant qu'il n'entre dans les ordres et qu'il devienne dominicain. Bon, vous avez comme ça des tas de témoignages. De même que les bouchers coupent en morceaux la chair des bœufs et des moutons pour la mettre en vente sur les étaux, ainsi les Espagnols tranchaient d'un seul coup à celui-ci le train de derrière, à celui-là la cuisse, à tel autre l'épaule. Il les traitait comme des animaux privés de raison. Vasco, Vasco Núñez de Balboa, fit déchirer par des chiens une quarantaine d'entre eux, etc. À un autre endroit, il brûla. Alors, je sais pas juste pour le plaisir hein, de vous lire des horreurs, mais c'est là, vous allez voir le point qui me semble enfin, qui va apparaître. Ils brûlèrent vifs certains Indiens, à d'autres ils coupèrent les mains, le nez, la langue et les autres membres, à d'autres encore ils jetèrent aux chiens, ils coupèrent les seins aux femmes, etc., etc. Alors des récits de mutilation, il y en a des pages et des pages comme ça. Bon, je crois que ça suffit, on a bien compris l'idée. Alors, bon, la question que pose Todorov, c'est de se dire, bon, bah, en fait, voilà, quand on arrive dans un pays qu'on veut conquérir, bon, finalement, qu'on asservisse les gens, ou même qu'on les tue, ça ne nécessite pas, en fait, de les pourfendre par le milieu, il y a comme ça des récits, comme ça, oui, Las Casas rapporte un Espagnol qui se promène comme ça, qui joue avec son épée, il voit un Indien, il l'éventre en deux comme ça, et l'Indien court partout désespéré avec ses entrailles, et Las Casas lui donne l'onction, disant mon fils, veux-tu te confier à Dieu pour tes derniers instants Et l'autre lui dit ah oui, oui, et il meurt. Bon. Et en fait, je veux dire, il n'y a pas besoin de tous ces faits de cruauté inouïe, de violence abominable, etc., pour soumettre un pays. Hein. Et les Espagnols ont même, dans certains cas, carrément, enfin à certains endroits,
commis des exactions telles que, bah, en fin de compte, ça se retournait contre eux, parce qu'il n'y avait plus personne pour exploiter les terres, etc. Mais en fait, voilà, les Espagnols voilà, sont pris dans une espèce de spirale de cruauté, et Todorov euh, essaie de se demander pourquoi. Il n'y a pas de raison utilitaire, et, de toute évidence, à cela. Même les nazis n'ont pas fait de choses aussi abominables. Euh, donc, comment expliquer une chose pareille? Une pulsion de violence, la peur, tout est permis. Euh, Todorov ne tranche pas vraiment. Je crois que c'est vraiment une question qui excède finalement sa tolérance à l'horreur, hein, si je puis dire. Et de fait, il me semble que aucune de ces explications n'est vraiment convaincante. Ah oui, il allègue peut-être voilà, la pulsion de violence que nous enseigne la psychanalyse, que nous montre la psychanalyse, mais en fait, dans ce cas-là, ça devrait concerner tout le monde, et il devrait y avoir une multitude d'exemples dans ce genre à travers l'histoire humaine, et à ma connaissance, il n'y a pas autant d'exemples aussi invraisemblables. La folie des tropiques non plus, bah non, ça n'explique pas tout. Enfin, finalement, voilà, l'idée qu'on se retrouve loin du territoire espagnol, que tout est permis, non, enfin, ça n'explique pas tout. Et voilà, la mutilation gratuite. Je crois qu'il y a ici quelque chose qui résiste à l'analyse, enfin en tout cas Todorov renonce à l'analyser, et moi je voudrais le mettre en parallèle, je ne dis pas qu'on va l'expliquer là, mais enfin je vous propose, disons, une hypothèse que je mets en relation en fait avec autre chose que j'ai lu également dans Todorov, qui concerne en fait la présence. C'est-à-dire qu'en fait, Todorov oppose les Aztèques et les colons comme d'un côté une civilisation de la présence et de l'autre côté une civilisation symbolique. Les Aztèques, c'est une civilisation de la présence, c'est-à-dire que ce qui est très frappant quand on observe la société aztèque, c'est leur incapacité finalement, effectivement, à entrer dans le domaine du symbolique. Alors, par exemple, ce qui a beaucoup frappé les conquistadors, c'est l'absence d'argent, l'absence d'écriture, et maints autres phénomènes comme ça qui nous orientent du côté d'une civilisation de la présence. Alors, l'absence d'argent, c'est ce qui fait que les Aztèques pratiquaient le troc, mais ignoraient en fait l'équivalent universel que représente l'argent. C'est-à-dire que lorsque l'on veut acheter un bien à une personne, ou bien on peut l'échanger contre un autre bien d'une valeur équivalente, ou bien on va l'échanger contre de l'argent qui sera donc un équivalent universel de toute chose, hein, et qui permettra en fait de fixer une valeur qui sera échangeable contre n'importe quoi d'autre. Et en fait, les Aztèques ignorent ce principe de l'argent, de la monnaie, et autrement dit, en fait, on ne peut fixer la valeur d'une chose que par rapport à une autre chose qui doit être juxtaposée, qui doit être présente en même temps. Et on ne peut pas abstraire l'idée d'une valeur d'une chose pour la quantifier en termes monétaires, hein. C'est là une chose que les Aztèques ne savent pas faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité symbolique-là. De la même façon, dans leur langue, il n'y a pas d'écriture à proprement parler, il y a justement différences significatives, quelques représentations idéographiques, mais il n'y a pas d'écriture proprement dite, puisque apparemment les Mayas étaient seuls à disposer d'une écriture, elle-même d'ailleurs fort complexe, et qui était un mélange en fait d'éléments phonétiques et d'éléments idéographiques. Bon, il peut y avoir des langues idéographiques, hein, des écritures idéographiques, mais là, les Aztèques, en fait, ont plutôt une sorte de façon de noter par des dessins les événements. C'est-à-dire qu'en fait, ils représentent, comme en fait, ça ressemble vraiment à des bandes dessinées, quoi, hein, les événements. Ils représentent des personnages, par exemple, qui sont non pas signalés sous un nom, mais en fait par un dessin spécifique, hein, le dessin d'un bonhomme qui a certaines particularités spécifiques. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la présence, hein, qui désigne on ne peut pas désigner symboliquement les choses. Et un autre fait étonnant qui va tout à fait dans le même ordre d'idée, c'est l'incapacité des Aztèques à mentir. Alors, ça s'explique par le fait que les Aztèques aient une situation extrêmement rituelle, extrêmement autoritaire, extrêmement sanglante également, dans laquelle en fait les pères punissaient de mort leurs enfants qui mentaient. Hein, donc évidemment, vous êtes plutôt dissuasif, et dans le mensonge était une chose donc qui était inconnue en fait enfin inconnue, enfin non, ça devait bien exister, mais enfin les auteurs de mensonges qui étaient découverts étaient punis carrément de mort au sein même de la famille. Hein, donc oui, c'est une situation extrêmement rigoureuse. Et les Indiens ne comprennent pas que Cortés leur ment continuellement, que Cortés leur donne des nouvelles qui sont
complètement erroné, qui ment sur sa propre personne, qui se fait passer pour un dieu, etc. Et ça, ils ne peuvent pas l'envisager, ils ne peuvent pas le comprendre, parce que le mensonge, c'est quelque chose qui est vraiment complètement étranger à leur façon de réfléchir, à leur façon de penser. Hein. De la même façon, donc voilà, la vérité est présente. De la même façon, leur histoire, leur conception de l'histoire présente la réalité comme étant déjà là de toute éternité. Hein. Et ainsi, par exemple, il y a des observateurs qui rapportent que les Aztèques prédisent le futur dans l'étude du passé, hein, dans la mémoire du passé, mémoire orale donc, hein. Et on peut trouver la clé des événements futurs dans les événements passés. L'histoire se reproduira. Ce qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, que les Aztèques sont incapables d'improviser. Et à la différence de Cortés, hein, ils sont incapables finalement de s'adapter à une situation nouvelle, puisque dans leur représentation des choses, tout obéit à des rites, tout obéit, tout est déjà écrit, tout est déjà là. Ils sont complètement fatalistes. Hein. Ils n'arrivent absolument pas à s'opposer à la nouveauté absolue que représente le surgissement de ces conquistadors vêtus d'armure, couverts de barbe. Enfin, je veux dire quelque chose qui sort totalement de leur histoire. Et malgré cela, malgré l'évidence que voilà l'histoire finalement est faite de nouveautés, hein, eh bien les Aztèques restent enfermés dans des schémas où ils attendent en fait. Moctezuma, par exemple, Moctezuma fait tout ce qu'il peut pour fermer les yeux finalement sur la présence dérangeante de ces intrus, hein, et espérer qu'ils s'en aillent définitivement. Et leur offre des cadeaux, bon, ça suffira pour qu'ils partent. Vous voyez, alors que non, en fait, justement, les présents, sans jeu de mots, ne font qu'accélérer la convoitise des conquistadors qui se disent ah formidable, il y a de l'or, donc bon, allons-y. Et en fait, l'incapacité, si vous voulez, des Aztèques à s'abstraire d'un schéma rituel, d'un fonctionnement mécanique, etc., va causer leur perte. Hein, leur incapacité symbolique va signer leur mort, enfin, la mort de leur civilisation. Bon. Derrière ce portrait passionnant, à mon sens, hein, enfin, cette analyse plutôt de la notion de présence dans la civilisation aztèque, hein, tout est déjà présent, tout est là. Eh bien, voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse mettre en rapport avec l'effroi des, euh, des conquistadors. Oui, c'est Montaigne qui, dans un chapitre des Essais, écrit Cruauté est mère de couardise, hein, mère de couardise. C'est-à-dire que, en fin de compte, est-ce que ce qui a motivé ce déchaînement invraisemblable de cruauté, c'est pas en fait l'effroi devant l'insupportable présence. Les Espagnols sont très, comme je pense les peuples européens en général à cette époque-là, sont très à l'aise avec l'abstraction, la symbolique, enfin je veux dire le fait que l'on puisse évoquer une chose simplement en son absence, par son symbole, qu'on puisse évoquer le prix d'une chose, non pas parce que son équivalent, mais par une abstraction. Hein. Et, et je me demande si on ne peut pas mettre en rapport justement l'opposition entre civilisation du symbolique, civilisation de la présence, si on ne peut pas mettre en rapport donc cette opposition avec la violence. Parce que ce qui est caractéristique de la violence des conquistadors, c'est la pulsion de démembrer. C'est-à-dire comme si cette présence était insupportable pour les Aztèques et pour les conquistadors, excusez-moi, et comme si ils ne se sentaient pas peut-être comme une sorte de pulsion, de besoin de démembrer, de mettre en pièces, hein, voilà, mutiler, déchiqueter hein, ce corps insupportable, obsédant, hein, qui leur semble tellement étrange, tellement étranger à leur civilisation, tellement voilà, choquant. Enfin bon, bien sûr, c'est pas du tout pour justifier, hein, évidemment, vous avez compris, la conduite des conquistadors, mais peut-être pour interpréter symboliquement ces comportements-là. Et je crois que voilà, l'histoire du Mexique est un fleuve de sang. Enfin, je veux dire, finalement, aujourd'hui, la guerre des cartels dans le nord du Mexique, est-ce que c'est si différent que ça? Enfin, je veux dire, vous avez toujours, en fait, les cartels qui s'occupent à démembrer leurs victimes pour impressionner leurs rivaux. Hein. Alors, c'était à une époque Las Zetas qui était un des cartels qui avait pris le dessus dans le trafic de cocaïne, qui avait initié en fait cette méthode. Donc voilà, on prend des trafiquants rivaux et puis en fait on les assassine et puis on les
démembre et puis on met tout ça en scène pour frapper l'imagination. Et il y a encore aujourd'hui un imaginaire de la mort, de la cruauté, de de la violence qui est extrêmement vivace au Mexique, hein, et qui n'est peut-être pas sans rapport, du coup, bien sûr, avec leur histoire tellement sanglante depuis la colonisation et même également avant. Enfin, je veux dire, hein, les rites divinatoires et religieux des Aztèques, c'était quand même quelque chose de tout à fait féroce. Voilà, c'est juste une hypothèse. Bon, j'espère que je ne vous ferai pas faire de cauchemars avec mes histoires sordides. Et je vous dis donc au revoir. On a terminé là le cours sur la partie du cours sur Présentation du Monde qui concernait donc la rencontre du Nouveau Monde. Voilà. À bientôt pour une nouvelle série de séances.